Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro, pour réduire les factures d'énergie, la Casquie et le département ont décidé il y a quelques années de modifier les éclairages publics. Une carte interactive est en cours de création sur le plateau de Saclay pour tout découvrir de notre environnement. 5 élèves d'un collège Guyan-Courtois participent à un atelier hebdomadaire autour de l'écologie. Nous avons participé à l'un d'entre eux. Depuis quelques années, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et le département ont décidé de modifier les éclairages publics. C'est un moyen de réduire les dépenses énergétiques, mais aussi la pollution lumineuse engendrée par nos villes. William L. et Elodie Moine pour les images. RD35, zone d'activité Trapel-en-Cours. Pas de lumière alors que la nuit est tombée, mais pas d'erreur. Depuis un an, le Conseil général n'allume plus les lampadaires de cette route départementale. Son objectif ? Réduire la consommation d'énergie et la pollution lumineuse. Depuis 2011, en cumulant toutes les économies d'énergie faites depuis lors, on arrive aujourd'hui, si on compare la situation avant 2011 à la situation d'aujourd'hui, à une économie d'énergie, par exemple, de l'ordre de près de 2 millions de kilowattheures par an économisés. 30% des routes du département sont actuellement concernées, des lieux où il n'y a pas de circulation piétonne pour des raisons de sécurité ou de problèmes de lisibilité de la route. À partir de là, on a décidé une extinction qui est une extinction pendant toute la nuit. Voilà, on éteint, on débranche les installations et on observe les comportements, les vitesses pratiquées par les usagers notamment. On veille bien évidemment à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Au premier accident lié à l'absence d'éclairage, bien sûr, on rallumerait les sections. À partir de cet été, le Conseil général enlèvera les candélabres sur les routes qui depuis 2011 sont concernées par la mesure. À l'échelle locale, cette volonté d'économie est partagée par la communauté d'agglomération. Depuis 2006, la Casquie teste sur plusieurs communes l'abaissement de puissance du point lumineux. Sur les lampes, donc des ballasts électroniques équipés de variation, avec des scénarios préétablis, dont un que nous avons choisi et mis en place sur une majorité de nos ouvrages, qui permet de diminuer de 30% le niveau d'éclairement entre 22h30 et 6h du matin. C'est le moment où il y a moins de circulation sur les voiries. La communauté d'agglomération gère 25 000 points lumineux situés sur tout Saint-Quentin-en-Yvelines. Outre la variation de la puissance, a été mis en place la réduction du temps d'allumage. Des horloges astronomiques ont été installées permettant un éclairage en relation avec le lever et le coucher du soleil. Certains ouvrages, eux, ont été modernisés. On peut prendre l'exemple de la rue qui se trouve derrière nous, la rue Ocre. Nous avons remplacé 16 candélabres équipés de lampes de 125 watts par 16 candélabres équipés de lampes à LED de 40 watts. Donc d'un côté, nous avions en consommation 2000 watts et nous sommes passés à 600 watts. Donc nous avons fait une économie sur cette rue d'environ 70%. Chaque année, les candélabres de l'agglomération sont allumés 3900 heures. Autre mesure mise en place, l'extinction totale des éclairages pour les parcs et jardins fermés au public. De quoi profiter aussi de notre ciel étoilé. Si vous vous demandez où trouver des AMAP, des agriculteurs ou des sites liés à la biodiversité, une carte est actuellement en construction sur le plateau de Saclay. Elle référence aussi l'agglomération de Saint-Quentin et pour en parler, nous sommes avec Dorian Spack. Bonjour Dorian. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'association Terre et Cité. Est-ce que vous pouvez me parler de cette carte ? Oui, alors la carte ouverte, en fait, c'est un projet qui est né du constat qu'il y avait une richesse patrimoniale, agricole, etc. Sur l'ensemble de ce territoire, la petite région agricole du plateau de Saclay, mais qui, en même temps, n'était pas du tout connue du grand public. Qui n'est pas du tout connue, d'une part, et pas du tout accessible d'autre part. Et du coup, c'était l'idée de créer un outil qui, à la fois, référence l'ensemble de ces points d'intérêt et à la fois les rende accessibles à travers un petit calculateur d'itinéraire piétons et vélos. Et comment elle s'est construite ? Alors, elle s'est construite en lien avec un projet de recherche qui était financé par le ministère du Développement durable et des Transports, qui visait à étudier les mobilités actives, donc la marche et le vélo, sur un territoire périurbain. Donc, le plateau de Saclay est un territoire périurbain par excellence.
Et du coup, on a travaillé avec un cabinet d'études sur les mobilités, avec l'école d'architecture de Paris-Malaquais, à voir comment on pouvait justement faciliter l'accès au cœur agricole et naturel du territoire à partir des RER, des franges urbaines, etc. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme de Villetins, c'est elle qui nous accueille, c'est un des lieux référencés. Et je vous propose maintenant d'écouter Anne-Lyne Colombo, qui est chargée de la carte ouverte, pour nous dire tout ce qu'on y trouve. Donc on y trouve différentes rubriques et donc on a une rubrique donc qui correspond au cœur de Terricité qui est la rubrique agriculture, culture étant au pluriel, pour englober donc d'une part toutes les exploitations agricoles du plateau. On a également tout ce qui est jardinage citoyen, donc les initiatives de jardins partagés, les vergers communaux, etc. On trouve la pédagogie de l'environnement avec par exemple la maison de l'environnement mobile de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, voilà. On vient surtout de parler de ce qu'on trouve au niveau de l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres choses à découvrir sur cette carte ? Cette carte, elle a aussi une volonté fonctionnelle pour les acteurs qui participent à la vie du territoire. Donc on va trouver par exemple les salles qui sont disponibles pour les associations, pour organiser des réunions, des petites manifestations. On a une partie actualité qui est plus dynamique. On vient d'intégrer l'agenda de la commune de Manille-les-Hameaux. Donc tous les événements qui sont organisés en partenariat avec la commune se retrouvent maintenant sur la carte. L'ambition, au-delà de la dimension agricole, naturelle, etc. dont a parlé Anne-Lyne, d'apporter tout ce qui fait la vie du territoire et surtout de partager cette vie du territoire au-delà des limites communales et des limites intercommunales, puisque le plateau de Saclay rassemble 3 communautés d'agglomération différentes. Elle en est où cette carte ? Elle est déjà finie ou pas ? Alors la carte est lancée, elle est fonctionnelle, elle est accessible en ligne dès aujourd'hui et même depuis plusieurs mois. Après, c'est une carte qui est encore en construction dans le sens où on a un nombre de rubriques assez important et donc du coup il y a certaines rubriques qui sont encore pas très fournies. Donc on y travaille aujourd'hui notamment en associant maintenant à la démarche un certain nombre d'autres organismes qui n'ont pas construit la carte mais qui viennent y participer maintenant en apportant de l'information. Donc on pense que d'ici l'été elle sera vraiment assez complète en termes d'informations proposées. Et il y a une autre démarche en parallèle qui est maintenant de construire la gouvernance justement de cet outil avec l'ensemble des acteurs locaux pour pouvoir gérer, et c'est l'enjeu maintenant sur le long terme, la qualité de l'information fournie. Avec tout ce que vous avez référencé, est-ce que vous avez déjà des petits secrets à partager, des endroits, des personnes à rencontrer ou à voir ? Mais il y a quelque chose d'assez intéressant dont nous on n'avait pas conscience en agissant principalement sur les questions d'agriculture, etc. C'est la richesse du tissu de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. On a un partenaire qui travaille spécifiquement sur ces questions-là et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises, d'initiatives, etc. qui avaient ces démarches-là et ça contribue vraiment à notre avis à la richesse justement de ce territoire. Eh ben, merci Dorian Spack pour cet éclairage. Je vous remercie aussi. Dans Équilibre, on parle souvent de ce que nous pouvons faire pour notre planète, mais l'écologie peut aussi faire pour nous, et plus précisément pour plusieurs élèves du collège Les Sols de Guyancourt, qui depuis le mois de septembre participent à un atelier autour de cette problématique. Un reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. Ces affiches, ce ne sont pas des professionnels qui en sont à l'origine, mais eux. Caïs et Lucas sont 2 des 5 élèves d'Éco-Collège. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, j'ai beaucoup cherché. Mais ensuite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Ça m'a donné envie d'apprendre. Donc du coup, je regarde un peu plus de documentaires. Avant, je ne regardais pas énormément. Ici, on-off, tu vois. Je vais te mettre sur le mode automatique. Ce jour-là, Lucas doit réaliser des photos pour une nouvelle campagne d'information. Éco-Collège a choisi d'expliquer aux autres élèves la différence entre le bac à piles du bureau des surveillants et les poubelles de l'établissement. Moi, ça me plaît de faire ça parce que c'est bien pour l'environnement et voilà, je trouve que c'est sympa. C'est pas bien de mettre les déchets par terre, enfin si on a des déchets, on le met dans la poubelle. Éco-Collège, c'est un collectif mis en place à la rentrée de septembre par l'équipe pédagogique pour lutter contre le décrochage et la violence scolaire. Puisqu'on ne fait pas redoubler les élèves qui ont des difficultés sur le plan scolaire en termes de résultats et en termes de comportement, et il y en a quelques-uns bien entendu, plutôt que de les laisser comme ça et de ne rien leur proposer, de monter ce dispositif pour eux. Et en quelques mois, leur comportement a évolué. Les 5 collégiens se retrouvent chaque vendredi après-midi, un moment d'échange avec leurs enseignants où ils apprennent notamment l'autonomie. On n'a pas non plus une exigence classique, c'est-à-dire que ce n'est pas des devoirs à faire, mais bon, suivant ce que chacun apporte, on fait. Si les élèves, alors qu'ils avaient prévu de faire quelque chose, ne sont pas là ou n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, on va plus lentement. Mais c'est un apprentissage collectif du coup.
La deuxième heure va bientôt commencer. Lilian et Melvin les rejoignent pour travailler sur leur court-métrage. Le scénario, un professeur transformé en zombie à cause de produits toxiques. Direction une salle de classe pour une dernière répétition avant le tournage, mais chut, laissons-les travailler. L'hiver prend fin, mais vous avez encore le temps de tailler vos arbres fruitiers. Si vous ne savez pas comment faire, voici les conseils de l'ancien responsable du potager du roi de Versailles. Les outils prêts, lavés au désinfectant, la taille peut commencer. Ces adhérents de l'association Jardin Passion Partage sont venus chercher conseil pour prendre soin de leurs arbres fruitiers en plein repos végétatif. La taille, ça s'apprend et surtout ça se pratique. Vous savez, c'est pas une seule leçon qu'on arrive à tailler parce que c'est toujours assez complexe. C'est jamais pareil d'un arbre fruitier à un autre. Et regardez les branches qui sont vers l'horizontale ou vers l'oblique ou vers le bas. Elles sont chargées de boutons à fruits. Donc ça va aussi un petit peu équilibrer l'arbre. Mais toujours au ras d'une production, au ras d'un organe végétatif. Jamais au petit bonheur la chance en disant voilà, je coupe là, c'est trop long, je m'arrête là. Non, c'est toujours réfléchi. 3 types de tailles sont possibles. Celle de fructification, celle de formation permettant de donner une forme à un jeune arbre, mais aussi celle de restauration pour les arbres plus âgés. Si la taille se fait en général une fois par an, il est parfois nécessaire d'en faire une seconde. Quand il y a trop de fruits sur un arbre, au mois de juin, vous éclaircissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser 2 fruits par bouquet. Autre geste à adopter, l'application d'un cicatrisant à base de résine et d'argile pour soigner les plaies d'un arbre. C'est une sorte d'écorce artificielle. Mais avant de cicatriser, quand on a fait une coupe à la scie, on passe la serpette autour de la coupe. On dit, il faut parer la plaie. Si l'hiver est la bonne période pour tailler les arbres à pépins, ceux à noyaux doivent l'être l'été ou après la récolte. Ces arbres-là sont taillés, il ne reste plus qu'à laisser le temps faire son travail. Avant de nous quitter, notez ces quelques rendez-vous. La Maison de l'Environnement projette le documentaire d'Agathe Le Caron, la présentatrice dont n'est pas que des cobayes, autour du futur dans lequel vivront les enfants. C'est à voir le vendredi 27 mars, pensez à réserver. Le printemps arrive et à cette occasion, Versailles propose diverses activités et notamment la création d'un jardin éphémère autour de la biodiversité. Et si vous voulez découvrir les produits d'entretien et de beauté écologique, n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier du 11 avril au musée de la ville. Voilà, Équilibre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, pensez à faire un geste pour l'environnement.